Bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation de mon mémoire d'actuariat. Je me nomme Christian Borel-Wafokanke, ancien étudiant de l'Euro-Institut d'actuariat de Brest, diplômé de la promotion 2023. Avant de commencer, je tenais à remercier l'Institut des actuaires pour l'opportunité qu'il m'offre aujourd'hui de présenter mes travaux. Je tiens également à remercier le cabinet de conseil Impact dans lequel j'ai effectué mon alternance au cours de laquelle j'ai écrit ce mémoire donc. Et un merci tout particulier à Monsieur Guillaume Biessy, mon tuteur d'entreprise pendant cette période-là. Merci également à l'assureur Swiss Life pour avoir mis à disposition les données sur lesquelles ont porté les travaux menés dans ce mémoire. Et enfin, merci à vous tous pour avoir pris un peu de votre temps pour assister à cette présentation. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer. Mon mémoire s'intitule Impact du montant de rente sur la longévité au sein d'un portefeuille de rentier, une approche par les modèles additifs généralisés. La présentation sera déroulée selon le plan suivant. Je vais commencer par introduire le sujet en posant le contexte et en précisant clairement l'objectif qui est visé. Ensuite, je vais dérouler l'approche méthodologique qui a été retenue pour mener à bien cet objectif-là. Je vais poursuivre avec la présentation des données à disposition au moyen de statistiques descriptives. Ensuite, je vais procéder à la présentation des résultats de la modélisation et à la construction de la table de mortalité à proprement parler. Enfin, je vais achever la présentation avec un calcul de provision et puis je vais conclure cette présentation. Donc, pour commencer, nous allons définir ce qu'est le risque longévité. Le risque longévité, c'est le risque pour un assureur sur un portefeuille donné d'observer une augmentation non anticipée de l'espérance de vie aux grands âges. Selon l'INSEE, la durée de vie augmente de génération en génération. L'espérance de vie à la naissance des hommes en 2022 est ainsi supérieure de plus de 9 ans par rapport à celle des individus de 1980. Et comme on peut également l'observer sur le graphique à droite ici, les individus les plus aisés vivent en moyenne plus longtemps que les plus modestes. Ainsi, les 5% des hommes les plus aisés ont une espérance de vie à la naissance supérieure de 13 ans par rapport aux 5% les plus pauvres. Cet écart est de 8 ans pour les femmes. C'est donc dans ce contexte-là qu'il a été mis à notre disposition un portefeuille de rentier par l'assureur Swiss Life. Sa préoccupation était de mesurer les différences de longévité qui pouvaient exister entre les individus dues au niveau de vie. Le niveau de vie ici était approché par le montant de la rente perçue. Pour dire les choses plus simplement, il était question de savoir si les rentiers les plus riches vivaient plus longtemps que les rentiers les plus pauvres, comme ce qu'on observait dans la population nationale, sachant que le pire des scénarios ici étant de sous-estimer la longévité des plus riches et donc d'être amené à payer plus longtemps que prévu les rentes les plus élevées. C'est donc suite à ça que l'on s'est proposé de construire une table de mortalité d'expérience prospective qui allait tenir compte du niveau de vie au moyen du montant de la rente perçue dans l'évaluation des probabilités de décès des individus. Et petite précision, ce qu'on appelle une table de mortalité ici, c'est tout simplement la déclinaison des probabilités de décès des individus suivant un certain nombre de caractéristiques. Et généralement, ces caractéristiques sont l'âge et le sexe. Nous allons à présent présenter la méthodologie en fait, qui a été adoptée pour atteindre cet objectif-là. Déjà, en ce qui concerne l'existant, il faut savoir qu'il existe deux principales approches pour construire des tables d'expérience prospective. La première approche est une approche intrinsèque qui est basée exclusivement sur les données dont dispose un assureur. La deuxième approche est une approche dite par référence externe qui permet de lier la mortalité d'un portefeuille donné à une référence externe. Cette deuxième approche se déroule en quatre étapes que sont le calcul des taux bruts de décès, le lissage des taux bruts de décès, la liaison à la référence externe et enfin la fermeture de la table aux grands âges. Mais ces deux approches ont une limite de taille, c'est qu'elles ne permettent pas la prise en compte de façon explicite de variables explicatives autres que l'âge et le sexe dans la modélisation de la mortalité. Et cette limite est particulièrement embêtante dans notre cas parce que notre objectif, justement, c'est de construire une table de mortalité qui tiendra compte de la variable montant de rente, en fait, dans le calcul des probabilités d'essai. C'est donc pour pallier à cette difficulté qu'on s'est tourné vers les modèles additifs généralisés, en abrégé GAM pour Generalized Additive Models.
Ces modèles ont l'avantage de permettre la prise en compte directe et explicite de l'impact de variables dans la modélisation de la mortalité. Ils permettent également d'appliquer directement des lissages sur les variables explicatives quantitatives. Et de façon un peu plus annexe, ces modèles ont l'avantage de permettre la mise en offset de la référence réglementaire de la modélisation et offrent également une facilité dans l'extrapolation du modèle aux grands H. Et donc, ces modèles additifs généralisés, qu'est-ce que c'est? Un gamme, c'est un modèle linéaire généralisé avec des prédicteurs linéaires qui sont des fonctions lisses des variables explicatives. Vous avez une expression ici à gauche. De façon simple, un gamme permet d'expliquer une variable d'intérêt qui suit une loi appartenant à la famille exponentielle comme une somme de fonctions lisses de variables explicatives quantitatives et éventuellement d'autres éléments paramétriques. Ces modèles gamme permettent une plus grande flexibilité par rapport au GLM classique dans la matérialisation des dépendances entre des variables quantitatives et une variable d'intérêt. Le graphique à droite ici illustre ce propos. L'on a un nuage de points dont on essaie d'approcher la tendance au moyen d'un modèle gamme. Ce que le modèle gamme est capable de faire représenter par la courbe en vert ici. On constate que ce modèle est capable de capter les tendances quadratiques, donc non linéaires, quand un modèle linéaire généralisé simple, un GLM, se contente juste d'estimer une tendance linéaire. Et je rappelle ici que ça, c'est à effort de spécification équivalent, parce que bien évidemment, il est possible avec un GLM de capter une tendance non linéaire, ça au prix d'une spécification un peu plus complexe dans le modèle. Donc, le principal avantage des gammes, c'est d'être capable de capter des tendances non pas forcément linéaires, avec un effort de spécification pas très élevé. Euh, Nous avons donc dit que les gammes, c'est en gros, simple, expliquer une fonction y, expliquer une variable d'intérêt y comme une somme de fonctions lisses de variables explicatives quantitatives. Qu'est-ce qu'on appelle fonction lisse? Nous allons essayer de le définir ici. Déjà, ces fonctions lisses sont représentées dans des bases de fonctions élémentaires comme des combinaisons linéaires de ces dernières-là. Et donc, au final, la spécification d'une fonction lisse f se ramène donc au choix de la base dans laquelle elle sera représentée. Et à cet effet, on dispose d'une multitude de bases de fonctions élémentaires, parmi lesquelles les bases de fonctions polynomiales, les bases de fonctions linéaires par morceaux ou encore les bases de spline. Et dans la famille des bases de spline, on a des sous-familles que sont les splines cubiques, les split-splines ou encore les thin plate regression splines. À noter que dans le cas des splines, le choix de la sous-famille n'a que très peu d'impact sur la qualité d'ajustement du modèle au final. Le graphique à droite, là, illustre un peu l'utilisation de différentes familles de fonctions de base. En vert, nous avons la famille polynomiale et en rouge, nous avons la famille de fonctions linéaires par morceau. Et maintenant, en termes d'estimation des paramètres du modèle, cette estimation se fait par maximisation d'une fonction de log vraisemblance pénalisée, dont l'expression est donnée ici. Cette log vraisemblance pénalisée dépend de la log vraisemblance associée à la distribution de la variable d'intérêt Y, mais également de paramètres lambda J, qui sont des paramètres de lissage associés aux fonctions lisses. Ces paramètres lambda J dans les modèles additifs généralisés sont d'une importance capitale car ce sont eux qui déterminent en fait le degré de régularité de la fonction lisse estimée au final. Les graphiques à droite illustrent l'influence qu'ont ces paramètres de lissage-là sur l'estimation de la fonction lisse. Le premier graphique, là, on a un nuage de points en fait, dont on va essayer d'estimer la tendance d'évolution à partir d'un lissage. Pour le premier graphique, nous avons une valeur du paramètre de lissage lambda qui est très faible. Il en résulte une fonction lisse qui est très irrégulière et qui n'est pas adaptée à la situation, on va dire. Le graphique du milieu présente une valeur du paramètre lambda qui est intermédiaire et elle aboutit à une expression de la fonction lisse qui peut sembler être correcte. Et enfin, le troisième graphique présente une valeur du paramètre lambda qui est très élevée. Là, typiquement, on a un cas de surlissage. La fonction lisse est trop lisse, justement, et s'apparente au final à une droite. On constate donc qu'en fonction de la valeur qui est retenue pour le paramètre de lissage lambda, le rendu final est très différent. Donc, il est donc crucial de retenir la bonne valeur du paramètre lambda, entre guillemets. Et pour retenir cette valeur-là, on se base sur un critère statistique qu'on va se proposer de minimiser ici. Ici, c'est le GCV.
Donc, au final, la valeur du paramètre lambda qui sera retenu pour le lissage, ce sera la valeur qui fera en sorte que ce critère GCV-là sera le plus petit possible. Là, nous avons achevé avec la partie méthodologie. Nous allons à présent parler un peu des données qui vont servir de champ d'application à cette méthodologie-là. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les données proviennent d'un portefeuille de rentiers de l'assureur Swiss Life et ces données ont les caractéristiques suivantes. Elles ont été observées sur une période de 6 ans allant de janvier 2017 à décembre 2022. Au cours de cette période, donc, près de 57 000 assurés ont été observés, dont 67% d'hommes et 33% de femmes. Nous avons observé près de 7 000 décès, dont 63% d'hommes et 37% de femmes. Et comme on peut le voir sur le graphique en haut à droite, dans notre portefeuille, les femmes étaient globalement plus âgées que les hommes. Ainsi, l'âge moyen d'entrée en observation était de 71 ans pour les femmes et de 68,5 ans pour les hommes, quand l'âge moyen au décès était de 87 ans pour les femmes et de 81 ans pour les hommes. Maintenant, en ce qui concerne la variable montant de rente, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ces derniers avec une distribution assez asymétrique, avec près de 97% des montants de rente qui étaient inférieurs à 10 000 euros. Après ça, on s'est également proposé de comparer la mortalité qui était observée dans notre portefeuille par rapport à la mortalité des tables réglementaires TGH et TGF 05. Petite précision ici, les tables réglementaires, ce sont des tables de référence qui sont mises à disposition par le régulateur et qui sont utilisées par des assureurs qui n'ont pas de profondeur d'historique suffisante pour construire eux-mêmes les tables d'expérience sur leurs données d'assurés. Et donc, le résultat de cette comparaison est synthétisé dans le graphique en bas à gauche, où en abscisse, on a les années d'observation et en ordonnée, on a un ratio, on a le ratio décès observés sur décès prédits. Ce qu'on appelle décès prédit ici, c'est tout simplement le nombre de décès qu'on aurait observé dans le portefeuille si la mortalité dans ce portefeuille a été telle que décrite dans l'état réglementaire. Le premier constat qui est fait ici, c'est que pour chacune des années d'observation, ce ratio est supérieur à 100%. Cela signifie tout simplement que dans le portefeuille, pour chacune des années d'observation, le nombre de décès observés est supérieur à ce qu'aurait prédit les tables réglementaires. Et au global, on a une surmortalité de 10% dans le portefeuille par rapport à ce que les tables réglementaires auraient pu prédire. On constate également un pic de mortalité en 2020 qui est probablement dû aux années Covid. Et enfin, après ça, on a essayé d'avoir une première vue descriptive de l'impact que pourra avoir le montant de rente sur la mortalité au sein de notre portefeuille. Cet impact-là est illustré, cet impact, cette influence est illustrée par le graphique en haut à droite, où là, on a en abscisse les déciles de montant de rente et on a donné toujours le ratio d'essais observés sur décès prédits. Ce qu'on observe d'ores et déjà, c'est qu'il y a une tendance à la baisse qui se dégage de la mortalité avec le montant de rente. On observe cependant des fluctuations d'une classe de montant de rente à l'autre, ce qui est normal vu qu'on a encore un descriptif. Et il faudrait passer une modélisation pour pouvoir capter un effet un peu plus net de cette variable-là sur la mortalité. Et c'est donc ce qu'on va faire par la suite. Nous allons présenter les différents résultats de modélisation de la mortalité et nous allons passer à la construction à proprement parler de notre table d'expérience. En termes de spécification, nous partons de la log vraisemblance d'un modèle de durée avec des données tronquées à gauche et censurées à droite. À cette log vraisemblance, là, nous ajoutons un terme de pénalisation des paramètres dont va dépendre la fonction de hasard. Suite à ça, on procède à une agrégation des données par âge, par classe de montant de rente et par sexe, sous hypothèse de force de mortalité constante. Après avoir fait ça, on se rend compte que la vraisemblance qui est obtenue est parfaitement équivalente à celle d'un modèle gamme poisson dans lequel la variable cible, c'est le nombre de décès et les variables explicatives sont l'âge, le montant de rente et le sexe. Nous mettons ensuite l'exposition centrale au risque et la force de mortalité des tables réglementaires en offset dans le modèle. Après quelques transformations, on se rend compte qu'un modèle qui est spécifié de la sorte, ces coefficients passés à l'exponentielle s'interpréteront comme des facteurs multiplicatifs à appliquer à la force de mortalité des tables réglementaires pour aboutir à la force de mortalité du portefeuille. Ce constat est assez important parce que tous les effets qui seront présentés par la suite, en fait, ce seront juste des coefficients multiplicatifs à appliquer à la force de mortalité des tables réglementaires pour aboutir à la force de mortalité qui est observée dans le portefeuille.
Maintenant, en termes d'effet des variables explicatives, nous commençons ici avec l'âge. Avec le graphique à gauche, nous observons une décroissance des écarts par rapport à la référence réglementaire avec l'âge. Comment s'interprète ce graphique? Si je prends l'exemple de l'âge 60 ans, il faudra appliquer un correctif de plus 32% à la force de mortalité des références réglementaires pour aboutir à la force de mortalité d'un individu dans le portefeuille âgé de 60 ans. Et en ce qui concerne le montant de rente, nous avons commencé par l'introduire dans le modèle sous forme de variable catégorielle. Et l'effet capté est présenté dans le graphique à droite. Déjà, on observe une tendance à la baisse des écarts de la mortalité entre le portefeuille et la table réglementaire à mesure que le montant de rente augmente. Et là encore, on conserve les fluctuations erratiques d'une classe de montant à l'autre. C'est les mêmes fluctuations qu'on avait lorsqu'on a présenté une première vue descriptive de l'effet que pouvait avoir le montant de rente sur la mortalité au sein d'un portefeuille. Ce constat nous pousse à penser qu'il faudrait plutôt intégrer cette variable montant de rente dans le modèle sous forme de variable quantitative et de procéder à un lissage pour capter de façon un peu plus nette l'effet de cette variable-là sur la mortalité dans notre portefeuille. C'est donc ce qui a été fait. Sur le graphique à gauche, nous avons l'effet capturé pour la variable montant de rente sur la mortalité dans le portefeuille grâce à un lissage. Là, on a une capture beaucoup plus nette de la tendance à la baisse en fait, de la mortalité dans le portefeuille à mesure que les montants de rente augmentent. Et on a également une élimination des fluctuations qu'on pouvait avoir avant d'une classe de montant de rente à l'autre. Et après ça, on s'est également intéressé à un éventuel effet d'interaction qui pouvait exister entre l'âge et le montant de rente sur la mortalité dans notre portefeuille. Cet effet-là est illustré dans le graphique ici à droite. En abscisse, nous avons l'âge et en ordonnée, nous avons le montant de rente. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à mesure que l'âge augmente, on a de moins en moins d'effets verticaux sur le graphique, de moins en moins d'effets verticaux, c'est-à-dire il y a de moins en moins d'effets du montant de rente. Cela signifie tout simplement que les différences de longévité liées au montant de rente se dissipent à mesure que l'âge augmente. Et ça exprime le fait qu'au grand âge, la mortalité est exclusivement déterminée par des facteurs biologiques liés au vieillissement, plutôt que par tout autre effet lié au niveau de vie, par exemple. Là, nous avons terminé avec notre approche de modélisation principale par le gamme Poisson. On s'est également proposé par la suite de challenger cette approche de modélisation principale par deux approches alternatives, notamment en ce qui concerne l'effet du montant de rente. La première de ces approches alternatives, c'est une approche par le modèle de Cox. Le modèle de Cox, c'est le modèle de durée de référence lorsqu'il est question d'évaluer l'impact d'une variable explicative sur la mortalité. Il s'agit d'un modèle semi-paramétrique qui postule que la fonction de hasard s'écrit comme le produit d'un hasard de base, ici H0 de x, et d'un terme qui représente les effets des facteurs dont on veut évaluer l'influence sur la mortalité. Ce modèle repose sur l'hypothèse de hasard proportionnel qui stipule la constance dans le temps des effets des variables explicatives. Il est également possible d'inclure des effets lisses de variables quantitatives dans l'expression de cette fonction de hasard-là. À noter ici que ce qu'on appelle fonction de hasard, c'est une probabilité instantanée de décès par unité de temps. Et donc, avec ce modèle, on s'est juste focalisé sur l'effet de la variable montant de rente. Cet effet est représenté par le graphique ici à droite. En fait, ce graphique représente l'évolution du facteur correctif qu'on va appliquer à la fonction de hasard de base pour obtenir la fonction de hasard pour les individus pour différents niveaux de montant de rente. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a également une tendance à la baisse avec le montant de rente de ce facteur multiplicatif-là. Cela signifie tout simplement que en fait, l'intensité de la mortalité dans le portefeuille diminue à mesure qu'on évolue vers les rentes élevées. Et la seconde approche de modélisation qui a été testée, c'est une approche par les forêts aléatoires de survie. Son principe peut être résumé en trois étapes. La première, c'est la segmentation de la population en sous-groupes ayant des comportements homogènes en termes de survie. La seconde, c'est le calcul d'une fonction de hasard cumulée dans chacun des sous-groupes constitués. Et enfin, le calcul d'un hasard cumulé global en faisant une moyenne de toutes les fonctions de hasard calculées sur l'ensemble des arbres de la forêt. En bas à gauche, vous avez une illustration, en fait, la représentation schématique d'un prototype d'arbre qui a été conçu avec cette forêt-là.
Une fois que ce modèle est calibré pour évaluer l'influence des variables explicatives sur la mortalité, on se sert d'un indicateur qui s'appelle la mortalité d'ensemble. Il s'interprète comme un nombre de décès théorique qu'on aura observé si tous les individus du portefeuille avaient les mêmes caractéristiques. Et suite à ça, on s'intéresse également ici à l'effet particulier de la variable montant de rente sur la mortalité. Elle également capte une tendance à la baisse de la mortalité d'ensemble moyenne à mesure que les classes, que le montant de rente augmente en fait. C'est-à-dire plus la rente est élevée et moins il est observé de décès dans le portefeuille. Voilà, après avoir testé ces trois approches de modélisation différentes-là, nous avons également décidé de les comparer sur leur capacité à prédire la mortalité dans le portefeuille sur la période d'observation. Pour faire cela, on a utilisé l'indicateur V qui est écrit ici. Il s'agit de la log vraisemblance binomiale. Pour un modèle donné, cette vraisemblance est d'autant plus élevée que le modèle prédit avec exactitude la mortalité dans le portefeuille sur la période d'observation. À partir de cette vraisemblance, on a réussi à calculer d'autres indicateurs un peu plus communs tels que le R2 ajusté et l'AIC. Globalement, de cette comparaison, il ressort que le modèle gamme-poisson est le meilleur en ce qui concerne. Le modèle gamme-poisson est celui qui arrive le mieux à prédire la mortalité dans le portefeuille sur la période d'observation. Il est suivi par le modèle de Cox et les forêts aléatoires de suivi arrivent juste après. Voilà. Nous avons ainsi terminé avec la partie modélisation de notre étude. Le premier modèle gamme poisson qui a été calibré au départ en tenant compte du montant de rente a ensuite été utilisé pour construire une table de mortalité. Et cette table-là, dans le calcul des probabilités de décès, tient compte de l'effet du montant de rente en réalité. Maintenant, à partir de cette table-là, nous avons calculé des provisions. Et ces provisions sont présentées ici. Déjà, il s'agit de provisions mathématiques qui sont calculées ligne à ligne. C'est-à-dire pour un individu donné, la provision mathématique, c'est le produit de la rente que cet individu perçoit chaque année, multiplié par l'espérance de vie résiduelle actualisée. Notez ici AX. Cette espérance de vie résiduelle actualisée elle est obtenue à partir des probabilités fournies par les différents modèles. Nous avons calculé ces provisions mathématiques ici avec en premier lieu, le modèle gamme tenant compte du montant de rente qui nous a permis de construire une table de mortalité. Nous avons également calculé ces provisions avec le modèle utilisé jusqu'ici par Swiss Life. Nous avons également calculé pour un modèle gamme ne tenant pas compte du montant de rente. Et nous avons également calculé avec les tables réglementaires. Et les résultats de ces calculs sont présentés dans le graphique ici en haut à droite. Il en ressort que globalement, le modèle utilisé par Swiss Life est assez prudent beaucoup plus prudent plus prudent que l'État réglementé, plus prudent qu'un modèle gamme ne tenant pas compte du montant de rente. Mais au final, le modèle gamme calibré avec le montant de rente est le plus prudent de tous. On ne s'est pas la suite proposé de creuser un peu plus en fait les différences qu'il y avait entre ces modèles au niveau du calcul des provisions. Nous avons commencé avec le modèle Swiss Life et le modèle gamme ne tenant pas compte du montant de rente, car ces deux modèles sont basés sur les mêmes variables significatives que sont l'âge et puis le sexe. Le graphique en haut à gauche illustre les espérances de vie calculées à partir de ces deux modèles-là. Déjà, ce qu'on constate, c'est que aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et à tout âge à partir de 60 ans, les espérances de vie prédites par le modèle Swiss Life sont supérieures aux espérances de vie prédites par le modèle GAM sans montant de rente. C'est ça qui explique qu'au final, le modèle Swiss Life est plus prudent qu'un modèle GAM ne tenant pas compte du montant de rente. Ensuite, nous avons un peu creusé la différence qui existe entre le modèle gamme avec montant de rente et le modèle gamme sans montant de rente. Pour cela, nous avons calculé des provisions pour différents niveaux de montant de rente entre ces deux modèles-là. Le résultat de ces calculs est illustré dans le graphique en haut à droite. Ce qu'on observe, c'est que les différences de provisions entre ces deux modèles sont de plus en plus importantes à mesure que l'on avance vers les rentes élevées. Cela s'explique par le fait que les rentiers les plus riches vivent plus longtemps que les rentiers les moins riches. Et le modèle gamme sans montant de rente est incapable de tenir compte de cette réalité-là. C'est pour ça que lorsqu'on en monte vers les rentes élevées, il décroît de plus en plus par rapport au modèle gamme final qui tient compte justement du montant de rente. Et au final, on obtient des provisions bien plus prudentes avec le modèle gamme tenant compte du montant de rente.
Là, nous avons achevé avec la partie calcul de provision et nous arrivons là à la fin de cette présentation. En guise de conclusion, nous allons juste rappeler l'objectif qui était le nôtre ici. Il était d'en mesurer l'influence que pouvait avoir le montant de rente à la longévité au sein d'un portefeuille et de deux, construire une table de mortalité qui allait tenir compte de cette influence-là pour calculer les probabilités de décès. Il ressort que la longévité est plus importante à mesure que le montant de rente augmente. En gros, dans notre portefeuille, on observe que les rentiers les plus riches vivent plus longtemps que les rentiers les moins riches et que construire une table de mortalité qui tient compte de cet effet-là permet d'aboutir à des provisions qui sont plus prudentes que celles qui étaient calculées jusqu'ici avec le modèle utilisé par Swiss Life. Ces provisions sont également plus prudentes que celles qui sont fournies par les tables réglementaires. Et enfin, ce travail a été soumis à un certain nombre de limites ou à des axes d'amélioration qu'il convient de mentionner ici. Déjà, la première des limites, c'est que nous avons utilisé le montant de rente comme proxy du niveau de vie des individus. Et cette utilisation-là peut induire un biais parce que il peut arriver que les individus aient plusieurs rentes chez des et que les individus aient d'autres produits de rente chez des assureurs différents, ce qui pourrait conduire au fait qu'un individu avec une rente faible dans ce portefeuille pour avoir une rente élevée dans notre portefeuille. Et donc, ce montant de rente n'est pas vraiment, ne pourrait ne pas vraiment être indicatif de son niveau de vie réel. Enfin, une variable telle que le code postal aurait pu être utilisée en complément d'informations sur le niveau de richesse des individus. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire dans ce travail ici. Et enfin, une autre limite, c'est le fait que nous n'ayons pas réellement tenu compte de la période de COVID dans notre étude. Il y avait une étude de mortalité dans notre contexte ne pourrait être faite de façon rigoureuse sans parler de la période COVID, vu que c'est une période qui a causé une grosse tension sur la mortalité en France. En réalité, nous avons, dans notre étude, comparé en fait la mortalité entre la période COVID, ce que nous avons appelé période COVID ici, c'est l'année 2020, et les autres années d'observation. Et suite à cette comparaison, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de très grosse différence en réalité entre la mortalité observée dans le portefeuille en 2020 et celle observée les autres années. C'est pour ça que nous avons décidé de ne pas réaliser de traitement particulier pour la période COVID. Et voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Merci à tous pour votre attention. Et le chat est disponible pour d'éventuelles questions que vous aurez. Merci. Nous avons une question de Maxime qui dit est-ce que cette table gamme avec montant de rente fera l'objet d'une certification? La réponse est je ne sais pas. Le modèle a été construit, il a été remis à l'assureur qui en avait fait la demande. Maintenant, est-ce qu'il fera les démarches pour la certification? Ça, je n'ai pas la réponse à ce jour. J'ai également une autre question. Sur quelles données est-ce que sont construites les tables réglementaires? En fait, les tables réglementaires TGH et TGF 05, elles ont été construites sur des données de la population française et sur des données de rentiers issues d'une collecte issues d'un regroupement de portefeuilles de plusieurs assurés de la place. C'est comme ça que cette table a été construite. J'ai une remarque qui dit il n'y a pas de table de mortalité réglementaire plus récente que 2005. Ouais, c'est vrai que les tables de mortalité de référence les plus récentes sont les TGH, TGF et elles ont été construites en 2005 justement. Il n'y a pas jusqu'à ici, il n'y a pas eu de nouvelles tables depuis ce moment. J'ai une question de Sana, il a dit, n'est-il pas nécessaire d'utiliser les tables réglementaires ou bien certifiées pour le provisionnement? Il n'est pas forcément nécessaire de certifier la table dès lors qu'on réussit à démontrer que la table utilisée est plus prudente que les tables réglementaires. Si la table utilisée aboutit à des provisions plus prudentes que les tables réglementaires, sa certification n'est pas nécessaire pour procéder au provisionnement. Je sais pas si ça répond à la question. J'ai une question qui dit, avez-vous envisagé un lissage en fonction des années de
Lissage en fonction des années de projection. Bon, déjà, dans le modèle final qui a servi à construire la table, la force de mortalité des tables réglementaires a été mise en offset. C'est le fait de mettre la force de mortalité des tables réglementaires qui va assurer le caractère prospectif des probabilités qu'on calcule. Donc, une fois qu'on fait ça, il n'est pas nécessaire de procéder à un lissage suivant les années de projection. Je ne sais pas si c'était ça la question. Et comment avez-vous géré les revalorisations des rentes? Nous ne sommes pas intéressés à cette question de revalorisation. Nous avons juste conçu la table et essayé de voir à quel niveau est-ce qu'elle se situait, d'une part par rapport au modèle qui était utilisé jusqu'ici par Swiss Life et d'autre part par rapport aux tables réglementaires. J'ai une question qui me dit, si le modèle devait être appliqué sur les données d'un pays comme le Cameroun, quel proxy vous auriez utilisé pour le bien-être? Quel proxy on aurait utilisé pour le bien-être? Euh, on n'aurait pas forcément utilisé autre chose que le montant de rente si cette variable avait été disponible. Même si, comme je l'ai mentionné, cette utilisation est très biaisée parce que il peut arriver que les individus aient des rentes dans d'autres portefeuilles et que le niveau de rente qu'ils aient dans le portefeuille que nous étudions ne soit pas parfaitement représentatif de leur niveau de vie réel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Euh, J'ai une question de Nadia, UNG. Dans le contexte de la fin des tables sections retraite collective à compter d'octobre 2024, votre étude a-t-elle été complétée pour tenir compte des tables non genrées? Non, il n'y a plus de dispositions particulières qui ont été prises pour ça, mais globalement, globalement, vu qu'on n'a pas le droit de discriminer selon le sexe pour certains produits en assurance, généralement, ce qui est fait, c'est que lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une table de mortalité, on utilise la table de mortalité pour le sexe qui est le plus prudent, entre guillemets, selon la nature du produit que l'on étudie. Dans le cas des rentes, par exemple, globalement, en mortalité, on constate que les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne. Donc, si l'objectif c'est d'être prudent, on utilisera une table qui a été, en fait, on utilisera les probabilités qui ont été obtenues pour les femmes, si vous voulez. Hormis ça, il n'y a pas de disposition particulière qui a été prise dans l'étude pour tenir compte de cette interdiction à venir de genrer les tables réglementaires. Une question d'Eva Delorde. Est-ce que ces tables vont désormais être utilisées chez Swiss Life ou quel type d'assurance vie sortie ou aussi assurance retraite emprunteur? Je ne saurais répondre à cette question. Parlant de Swiss Life, son objectif premier, c'était de quantifier la différence de longévité entre individus qui pourrait être dû au niveau de vie approché par le montant de rente. La construction de tables, c'est une démarche qui a été initiée par nous en réalité. Le principal intérêt de Swiss Life pour cette étude était de savoir est-ce que les rentiers les plus riches vivent plus ou moins vivent plus longtemps que les rentiers les moins riches. Et ils ont eu la réponse à cette question. Maintenant, la suite qu'ils vont donner aux opérations. Oui, une autre question. Le portefeuille contenait-il des options de réversion de périodes certaines? Si oui, ces options et leur impact sur le montant de rente sont-elles prises en compte? Merci. Oui, le portefeuille de départ avait des options de réversion et tout ce que vous mentionnez là, mais elles étaient en proportion très faible dans les données et nous avons donc choisi de les mettre de côté en fait pour tous les travaux de modélisation. Donc les résultats qui sont présentés ici ne concernent que les têtes principales, entre guillemets. Toutes les têtes secondaires liées à des rangs de réversion n'étaient pas prises en compte dans nos travaux. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour assister à cette présentation. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle après-midi.